Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir dans laquelle Monsieur Renaud Ancelin va nous faire part de son expérience dans la gestion de crise. Donc, pour cette conférence, on va d'abord faire la conférence de Monsieur Ancelin pendant 40 minutes, puis une séance de questions-réponses d'environ 15 minutes, dans laquelle vous pourrez poser toutes vos questions. Je vous conseille d'utiliser le channel Q&A. Pour moi, c'est beaucoup plus pratique de pouvoir interagir avec vous. Et, et ensuite, je relayerai vos questions à l'oral à Monsieur Ancelin. Donc, tout d'abord, Monsieur Ancelin a effectué une scolarité militaire au Prytanée national militaire de la Flèche, puis à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Vous avez ensuite effectué la première partie de votre carrière dans l'armée de terre, dans un contexte de fin de guerre froide, avec notamment la chute du mur de Berlin. Suite à ça, vous avez ensuite suivi un cursus à l'école de guerre avant de servir en état-major. C'est à cette occasion que vous avez été engagé à plusieurs reprises dans les Balkans, où vous avez exercé les fonctions de chef du centre des opérations de la division multinationale de Mostar. Vous avez également été projeté 2 fois à la tête d'un bataillon au Kosovo et en Côte d'Ivoire. Vous avez ensuite exercé la fonction de chef de cellule de crise monde, dans laquelle vous avez eu à gérer les opérations telles que Berix, Baral et Baliste Chamal. Vous avez terminé votre carrière en 2015 avec le grade de général après avoir commandé le Centre interarmé des actions sur l'environnement. Je vais maintenant vous laisser la parole et je vous retrouve dans environ 40 minutes pour la séance de questions-réponses. Et ben voilà, donc bonjour à toutes et à tous. La gestion de crise, d'ailleurs, c'est un vaste sujet en soi-même. Et lorsque l'on parle d'une crise, comme celle que je viens de connaître, parce que je n'avais pas la communication, je ne pouvais pas vous parler, donc c'est de trouver une solution qui permette de trouver pallier à la rupture de la situation hantée que l'on connaissait. Donc on y est arrivé et donc je suis en mesure de vous parler. Donc en fait, lorsqu'il y a une crise, ça veut dire qu'il y avait une situation hantée qui existait et que brusquement, quelque chose est venu bouleverser la situation dans laquelle nous vivions ou dans laquelle un établissement se trouvait ou une entreprise ou des armées, et que brusquement, on se retrouve, ou un pays, on se retrouve confronté à un bouleversement très important qui provoque des désordres encore plus importants et qui amène des mises en danger de personnes et pour lesquelles il faut trouver des solutions pour pouvoir les secourir. En fait, pour en sortir, ce qu'il faut faire, c'est résoudre le problème auquel elle est confrontée et s'assurer, que plus personne n'est en danger. Alors, ce que j'aurais pu aussi commencer par ça, c'est qu'une crise, il y a des crises en tout. Hein. Il y a des crises de nerfs, il y a des crises de ménage, il y a des crises, là quand même, je vais parler au niveau des crises, au niveau des situations qui sont un peu particulières. Donc en fait, et on peut faire un parallèle à ce qu'on vient de connaître dans le cadre du Covid-19, c'est sortir d'une crise, c'est pas se pencher sur ses origines, mais c'est bien de trouver les moyens qui permettent d'atteindre l'objectif fixé pour pouvoir la résorber, pour pouvoir permettre de ne plus être confronté à tout ce qui vient perturber la situation qu'on a connue avant. Alors, je rentrerai dans des précisions après plus rapidement. Autre chose aussi que je voudrais dire avant de rentrer dans plus de détails, c'est que la crise, tout le monde peut être confronté à gérer une crise. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure les crises de ménage, mais ce que veut dire une crise, c'est pour la résoudre, il ne faut pas forcément être qu'un expert de la crise. Il faut surtout être un expert du domaine qui est confronté à la crise. C'est-à-dire que quelqu'un qui est spécialisé dans les lignes à haute tension et qui a un problème avec les lignes à haute tension, c'est lui qui va résoudre la crise auquel il est confronté pour les échanges d'électricité à haute tension. Pareil, s'il y a un problème sur une voie ferrée, il faut mieux que ce soit la SNCF qui s'occupe de gérer la crise que quelqu'un qui n'y connaît pas. Donc en fait, la gestion de crise, il faut, au-delà de tout, toujours un expert du domaine qui est confronté à la crise.
Ça, c'est un point important. Après, aussi, il faut bien avoir en tête que la crise, si on y est confronté, c'est qu'on ne la prévoit pas forcément. Mais comme j'ai dit, on peut s'y préparer. Et comment on s'y prépare? On s'y prépare en anticipant au moins sur l'organisation des structures qui vont être confrontées à la coordonner ou à la régler. Donc, ce que j'appelle les structures de coordination, ce sont les moyens mis en place, personnels et matériels, et les procédures que l'on va utiliser. Donc, c'est important, dans des structures un peu importantes, que ce soit les armées, que ce soit des grandes entreprises comme Gaz de France, EDF ou d'autres, c'est déjà d'avoir des structures, ou les affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, n'importe quel ministère, c'est d'avoir des structures qui permettent de s'installer et dans laquelle on pourra s'occuper et, je vais dire, gérer cette crise. Donc ça, c'est important. Donc, pour en prendre un exemple, deux exemples que je connais bien, c'est lorsque j'étais engagé dans les Balkans, au niveau de la division multinationale qui était en Bosnie, on était à Mostar, et donc j'ai disposé dans un centre d'opération dans lequel j'avais des moyens de communication, j'avais du personnel avec des tâches bien réparties, et j'avais des procédures qui me permettaient de faire des rapports et de rendre compte à ma voie hiérarchique. Et aussi d'avoir contact avec les gens qui étaient sur le terrain et qui étaient directement en contact des problèmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important. C'est exactement aussi la même chose que j'avais lorsque j'étais au centre de planification et de conduite des opérations, donc, à l'époque dans les sous-sols du boulevard Saint-Germain, dans lesquels, en charge du suivi de la partie monde, c'est-à-dire en dehors de l'Europe et de l'Afrique, ça veut dire aussi d'avoir mis en place toutes les mesures de coordination et de dialogue avec tous les interlocuteurs dont on a besoin. C'est-à-dire que avec, par exemple, les affaires étrangères, avec le ministère de l'Intérieur pour la sécurité civile, avec le ministère de la Santé pour d'autres raisons, avec tous les ministères ou tous les interlocuteurs dont j'avais besoin. Donc ça veut dire que face à une crise, ce qui est bien au départ, c'est de savoir si on y est confronté, comment on va avoir à la gérer. Et ça, c'est très important, et c'est souvent pour ça, et ça, c'est quelque chose de très militaire, quand on parle dans les états-majors, des centres d'opération des états-majors, mais c'est pas pour gérer la crise, c'est pour faire la guerre. Les opérations, pardon, c'est vraiment des procédures sur lesquelles les enfants c'est lorsqu'ils ont fait les opérations, ils savent. Excusez-moi. C'est maintenant. Excusez-moi. Quand la crise est arrivée. La canicule en 2003, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait vu venir, ou lorsqu'il y a un accident majeur qui arrive, c'est inattendu, et donc là, il faut savoir comment on la gère. Pour ça, il faut d'abord que chacun, tous les responsables qui sont concernés à tous les échelons, que ce soit des dirigeants politiques aux dirigeants, je vais dire, des ministères et donc, techniques et aux exécutants après, chacun doit exactement savoir ce qu'il a à faire et surtout ne pas douter du rôle qui lui est assigné. Et lorsqu'on a une crise à gérer, c'est-à-dire en gestion de crise, pardon, ce qui est important, c'est de rassurer l'opinion publique et de rassurer les interlocuteurs sur ce qui est arrivé. Il faut être capable de résorber le problème. Donc, résorber le problème, c'est d'amener à ce que la menace, à ce que qui vient affecter le dispositif soit résorbé. Et après, c'est en mesure d'améliorer la situation. C'est un cercle vertueux. Je vais dire un préambule. Ce qui est important, c'est pas du pourquoi, du comment et pourquoi on est arrivé là. Certes, il y a des origines à la crise, mais lorsqu'on est en train de la gérer, c'est pas de savoir pourquoi on y est arrivé. Ce qui est important, c'est de savoir comment on va faire pour en sortir et revenir soit à un état entier, c'est-à-dire précédent, ou soit à une situation qui est améliorée par rapport à la détresse ou à ce qu'on est en train de connaître. C'est très important. C'est un cercle pour moi qui est vertueux dans la gestion de crise, qui est de rassurer, résorber le problème et améliorer la situation
pour aller vers l'avenir. Là-dedans, pour moi, il y a quatre cellules, enfin quatre groupes importants, le groupe des décideurs, le groupe qui sont à la tâche dans la cellule et la communication. D'abord, le décideur. Alors, le décideur, il peut être politique dans certaines choses, il peut être politico-militaire, il peut être le directeur de l'entreprise qui est le problème. C'est lui qui, quand même, donne le ton, donne la cadence et qui donne les grandes orientations vers où on veut aller. Le coordinateur, qui est le chef de la cellule de crise, qui lui prépare tous les éléments et lui amène tous les éléments pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Il ne faut pas qu'il soit pollué pour qu'il ne soit pas pollué par des tas de choses qui interfèrent dans tous les sens et qui viennent polluer sa réflexion. Donc, celui qui est vraiment à la tâche et qui lui a le droit d'être pollué, qui est même, je veux dire, être payé pour être pollué, je veux dire un peu comme sur les cours d'économie, c'est le coordinateur. Et lui, c'est donc lui qui va préparer tout un processus, qui va mettre en œuvre tout un processus qui va permettre régulièrement d'informer le décideur et de l'informer de ce qui se passe au fil des événements et surtout de lui faire des points de situation décisionnels qui lui permettront de dire voilà, on prend telle décision. Ensuite, on a une cellule de crise. La cellule de crise, c'est elle qui va synthétiser tous les éléments. Il faut qu'il y ait des gens qui soient capables d'être au courant de ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, dans le cas du business, Excusez-moi. Oui, vous m'entendez là? Il y a régulièrement, on vous entend très mal. Est-ce que vous pourriez, comment dire, je parle encore plus près. Oui, voilà, parlez bien près du micro. Et dans cette... je en parle plus près. Donc, si on m'a pas entendu, donc ce qui est important dans la crise, là, on m'entend bien? Là, on vous entend beaucoup mieux, merci. Voilà. Ce qui est important dans la crise, c'est donc ce que j'ai dit, c'est rassurer, résorber, améliorer la situation. Pour ça, 4 piliers d'action, un décideur, un coordinateur, une cellule de crise et un communicant. J'en étais donc le décideur, c'est lui qui donne les grandes orientations, qu'ils soient politiques, politico-militaires ou, je vais dire, industrielles. Je vois ce qui vient d'être. Ensuite, le coordinateur, c'est le chef de la cellule de crise qui, lui, met tout le processus en œuvre pour permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Donc, la cellule de crise, c'est là où j'en étais. La cellule de crise, elle doit être organisée de telle façon que des éléments soient en mesure de récupérer les éléments qui viennent du terrain. Dans le cas du Covid-19, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, dans une autre crise que j'ai eu à gérer, qui est l'évacuation des ressortissants au Liban en 2006, c'est quelle est la situation sur le terrain à Beyrouth, quelle est la position des navires qui doivent évacuer, quelles sont les liaisons qu'on doit avoir avec les pays limitrophes et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que j'appelle du reporting, c'est les gens qui font faire remonter un certain nombre d'informations. Ensuite, il y a ceux qui doivent être capables de savoir où sont les moyens que l'on peut mettre en œuvre. Donc, qui sont dire, et d'aller chercher les moyens, que ce soit par exemple dans le cadre de la crise de 2006 au Liban, où est-ce qu'on va trouver les bateaux pour évacuer les personnes de Beyrouth, où se trouvent les aéroports, un certain nombre de choses. Où sont les avions et toute cette organisation. Ensuite, il faut qu'il y ait des gens qui soient en liaison avec les autres partenaires, ce qu'on appelle souvent des officiers de liaison, donc avec les autres ministères, avec les autres pays le cas échéant, avec les autres services du service auquel ou de l'entreprise à laquelle on appartient. Donc tout ça, c'est un dispositif qui en permanence partage l'information et dans lequel le partage de l'information est essentiel. D'où l'intérêt aussi d'avoir un système informatique bien développé et dans lequel quelque chose est très important, et je reviendrai dessus, qui est la conservation des informations.
Ensuite, quelque chose qui est très important, c'est la communication. Et de plus en plus, par rapport à ce que moi j'ai connu il y a une dizaine d'années, la communication a fait un bond énorme. Et donc cette communication, elle doit être encore plus maîtrisée qu'elle pouvait être qu'il y a 15 ans. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez des chaînes d'information permanentes, vous avez des réseaux qui vous remontent les informations, j'allais dire, en live, en permanence, et vous avez des réseaux sociaux qui s'empressent de faire des commentaires sur ce qui vient de se passer, et avec un élément qui est extrêmement important, et on peut le voir à l'heure actuelle sur ce qui a pu se passer, par exemple, dans les élections, c'est qu'on peut avoir, dès le départ d'une crise, des fausses nouvelles qui sont répandues pour des raisons X ou Y. Donc la communication aussi est très importante. Et moi, ce que je prône toujours en gestion de crise, c'est d'avoir un communicant unique, d'éviter d'avoir X ou Y personnes qui parlent. Alors, il est évident que le décideur politique ou le chef politico-militaire ou le patron d'une grande entreprise, lui, c'est lui qui, lui, il parlera, lui, il peut parler quand il veut. Mais par derrière, s'exprimer sur le sujet, il ne faut pas qu'il y ait 10 000 personnes ou même 100 ou 10 personnes qui s'expriment sur le sujet. Il ne doit y avoir qu'une ou deux personnes bien identifiées, et ce sont elles qui font les points de situation, j'allais dire, vis-à-vis des médias. Après, ce qui s'est pu se passer dans certaines crises comme ce qu'on vient de vivre avec ce qu'on est en train de vivre avec l'affaire du Covid ou d'autres crises, c'est laisser parler d'autres personnes qui ne sont pas forcément des experts, ça ne peut être que contre-productif. Mais ça, c'est un jeu aussi dans lequel on est confronté par rapport aux médias. C'est que, par exemple, il y a une crise de santé majeure comme celle qu'on est en train de connaître, vous êtes le ministre des Transports et tout d'un coup, vous êtes invité sur France Info et on vous interroge sur la crise sanitaire. Quand je vois les ministres qui s'expriment, et ça n'engage que moi ce que je dis, c'est pas très bon, ils n'ont pas à s'exprimer parce que ce n'est pas leur domaine de compétence, ils ne peuvent être que contre-productrices. Mais ça veut dire aussi que dès le départ, dans les procédures, la place de la communication a clairement été définie. Et je le répète, par rapport à ce que j'ai connu il y a 10-15 ans, maintenant, il y a une telle rapidité, j'allais dire, exponentielle de la diffusion de l'information, et en plus avec la recherche du scoop par les médias, que ça doit être encore plus maîtrisé qu'avant, quitte à passer, j'allais dire, par moment pour des mauvais communicants ou de faire de la rétention d'informations. Je pense, mais ça, je m'exprimerai là-dessus après, la rétention d'informations par moment a du bon par rapport à trop d'informations, mais ça doit être aussi être manié avec beaucoup de précautions. Donc ça, j'ai défini les quatre acteurs, le décideur, le coordinateur, les gens de la cellule de crise et le communicant. Maintenant, quand on se retrouve confronté à une crise, dans une carrière professionnelle, finalement, n'importe qui peut être confronté à la crise, qu'il y a des qualités et des valeurs indispensables. Le premier, c'est le fond de connaissance. Alors déjà, c'est le fond de connaissance de la spécialité dans laquelle on est. Donc, parce que voilà, donc si on est à la cellule de crise, c'est au départ, souvent, parce qu'on a une technicité, une spécialité, et ça, il faut l'avoir. Donc c'est ce qu'on appelle technique et professionnel. Mais aussi, ce que j'appelle un bon fond de culture générale. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on est confronté à une crise par rapport à un domaine, et je prends un exemple qui est celui, par exemple, qui a traité du tremblement de terre au Pakistan, donc en 2005, ce qu'on appelle l'opération Barkhane en France. Ça veut dire que faut savoir où se trouve le Pakistan, que le Pakistan, il y a tant de décalage horaire, qu'il y a des fonds de connaissances sur le pays, que la religion du Pakistan, de toute façon, tout ce qui se passe. Autre exemple que je prends sur la crise que j'ai connue en 2006 par rapport au Liban, il y a plein de ministres qui ont voulu aller au Liban à ce moment-là, pour des raisons XY, et c'était la décision du décideur, donc ça, de toute façon, on l'applique, on ne se pose pas de questions. Mais tout d'un coup, il y a un ministre qui était le ministre de la Santé, il a voulu aller à Beyrouth avec des tas de médicaments, et la base qui faisait relais, c'était une base sur Chypre. Et il s'étonnait qu'on ne puisse pas, en claquement de doigts, aller de Chypre vers Beyrouth en arrivant de Paris. Sauf que je lui ai rappelé, j'ai rappelé au chef de cabinet de ce ministère que Chypre est un État indépendant
et qu'on ne fait pas ce que l'on veut dans un État indépendant. Donc ça, c'est ce que j'appelle la culture générale. Donc c'est très important d'avoir un fond de culture et que quand on est confronté à une crise, on se penche rapidement sur ce fond de culture. Ce qui est donc très important aussi, c'est de disposer par rapport aux moyens, numériques et informatiques, des dossiers, des bases de données qui permettent d'aller chercher les données qui vont bien. D'où l'intérêt d'avoir des cellules de crise, préparées, prépositionnées, dans lesquelles on s'entraîne et on sait où se trouve un certain nombre de choses par rapport au domaine où on est confronté, puisque je vous dis, finalement, chacun peut être confronté à une crise. Ensuite, lorsque vous êtes dans une crise, c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser entraîner par le vent par le vent des événements et savoir écouter tous ceux qui sont autour de vous. Si vous êtes coordinateur d'une cellule de crise, vous avez des experts à côté de vous dans leur domaine. Et justement, quand on fait une cellule de crise, on va chercher des experts par rapport à la crise dans laquelle on est confronté. Et dans ce cas-là, chacun détient des parts d'éléments parce que, en plus de nos jours, on ne peut plus tout savoir. Donc, fort du fond de culture qu'on a et de spécialités professionnelles et techniques, il est très important de savoir écouter l'autre parce que l'autre, peut-être, va trouver des solutions qui vont permettre de résoudre ou d'aller vers la résolution des problèmes qu'on est confronté. Car dans une situation de crise, il y a la résolution du problème en fin de bon, mais il y a la résolution chaque jour. Par exemple, dans l'affaire de l'évacuation des ressortissants au Liban, chaque jour, les affaires changent parce que, par exemple, les pays limitrophes vont autoriser ou ne pas autoriser les bateaux à débarquer ou à atterrir, ou il va falloir négocier un certain nombre d'éléments pour les survols de pays. Donc ces choses-là demandent quand même on ne peut pas tout savoir. Donc ça demande quand même une coordination et donc une écoute. Et chacun, dans ce domaine-là, quel que soit le niveau de responsabilité, il est toujours important d'être à l'écoute de ce que va dire la personne, car le diable se cache souvent dans les détails. Donc c'est très important d'avoir l'écoute des gens qui sont sous vos ordres. Ensuite, il y a la prise de décision. C'est-à-dire, quand on est en crise, ou en gestion de crise, on est confronté à un problème. Il y a des éléments qui ont été donnés par le décideur politique, politico-militaire, ou le patron industriel. La voie, elle est fixée, il ne faut pas en dévier, parce que tout d'un coup, sur CNews, France Info, ou je ne sais pas très quelle chaîne, quelqu'un aura dit « Ah bah tiens, il s'est passé ça », ou j'ai entendu dire que, et autres. Il ne faut pas se laisser polluer. Vous avez vos éléments et il faut continuer à aller dans la voie qui s'est fixée. Sauf si tout d'un coup, effectivement, il y a des éléments qui vous remontent en disant « Attention, là, on est en train de changer de portage ». Mais là aussi, il ne faut pas... Alors, il y a deux raisons à ça. Un, parce que plus vite on va dans la résolution de la crise, plus vite on sort de la crise, j'allais dire. Et surtout, il y a quelque chose de rassurant. Quand vous prenez des décisions, vous rassurez, la décision elle est prise, et souvent de toute façon, votre décision va être bonne, mais de toute façon, elle est prise, il n'y a pas d'ambiguïté et c'est rassurant. Voilà, c'est donc donner l'image de quelqu'un ou de quelque chose de rassurant, ça permet aussi, ça contribue à l'ambiance générale. Et donc, ce qui est lié à la prise de décision, c'est le calme. Il faut savoir garder son calme et ne pas se laisser emporter par les événements et laisser le temps au temps. Et dans le calme, il y a le temps, parce que les temps sont différents. Le temps de l'information est différent du temps politique ou du décideur et du temps auquel on est confronté dans la crise. Et je vais vous prendre un exemple qui est caractéristique. Lorsque j'étais chef du centre d'opération à Mostar, donc c'était une division multinationale, et dans laquelle il y avait 3 brigades, donc une brigade italienne. Donc moi j'étais français avec un général français. Sous nos ordres, il y avait entre autres une brigade italienne, une brigade allemande et une brigade espagnole. Et dans la brigade italienne, puisque c'était multinational, il y avait un bataillon portugais. Donc vous imaginez, lorsqu'il y avait un incident qui se produisait dans le bataillon portugais, que ça remonte au niveau de la brigade italienne et que ça remonte au niveau du général français, il faut un certain temps
il y a le problème des langues, il y a un certain nombre de délais. Donc, il faut être capable de rester calme par rapport à tout ça et pas de dire je veux savoir immédiatement ce qui s'est passé à tel moment, à tel endroit. Donc, c'est un calme par rapport à la gestion du temps. Et ça, c'est très important. Et c'est là aussi, il faut faire preuve de beaucoup d'énergie et de tempérament, parce que d'un côté, vous avez le politique qui veut avoir les informations, et le décideur, et toute la hiérarchie, et avec la pression des médias. Donc ça, c'est vraiment qui est quelque chose de très très important. Donc j'allais dire, et c'est un peu une répétition par rapport à ce que j'ai, mais je pense que ça me paraît important, c'est il faut savoir maintenir le cap qui est fixé. Donc le décideur a fixé un cap, il faut savoir maintenir ce cap. Si en permanence vous changez du cap de qui est fini, ça ne pourra pas marcher parce que de toute façon, en permanence, et c'est de plus en plus compliqué avec les structures, j'allais dire, qui se mettent, néostructures qui se mettent en place de nos jours, ça va dévier dans tous les sens. Donc, il faut faire des choses simples et ce cap, pour résoudre les problèmes, il faut qu'il est fixé, il faut savoir bien le maintenir. Ensuite, ce qui est important, c'est sa capacité de durée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, quand vous êtes dans la gestion de crise, vous n'êtes pas des surhommes. Donc, il faut savoir maintenir des périodes où il faut se reposer, maintenir des périodes où on prend du recul, maintenir des périodes et faire tourner ses personnels. Pas dire on reste en permanence, et donc après, les gens, vous êtes fatigués, vous prenez les mauvaises décisions et au bout du compte, on risque d'aller dans le mur. Donc ça aussi, c'est très important. Et derrière, il faut savoir garder son recul objectif. Alors après, le décideur, il fait ce qu'il veut. Mais vous n'avez pas le droit, dans la cellule de crise, vous n'avez pas le droit de faire plaisir, je vais dire à la Trump, si on prend un exemple par rapport à ce qui se passe aux États-Unis avec le président Trump, où finalement il a envie d'entendre ce qu'il veut bien entendre et surtout pas le reste. Moi, je suis très admiratif du docteur Fauci parce que lui, il maintient son cap. Il reste objectif. Il a dit, moi, voilà, pour résoudre la crise du Covid-19 aux États-Unis, voilà ce qu'il faut faire. Il ne change pas de cap. Et quand vous êtes à ces postes-là, il faut savoir ne pas changer de cap. Il faut savoir rester où vous êtes et garder votre recul objectif en me disant, c'est mon opinion, c'est ce que je pense, mais voilà ce que je vous propose, Monsieur le Président, mon général, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur. Ça, c'est très important. Et tout ça, ça permet après, ça contribue, comme je dis, à rassurer, parce que ce qui est important aussi en gestion de crise, c'est de savoir rassurer ses chefs. C'est-à-dire que si le chef ou le décideur, il voit que le patron de la cellule de crise, avec la cellule de crise, il court après l'événement, ils ne sont pas capables de donner de l'information, il ne va pas être rassuré et il va partir et on va avoir tout ce que j'ai énoncé avant. Donc ça, c'est très important d'être vraiment à l'aise dans ses baskets. Et donc pour ça, c'est aussi important de savoir, de ne pas se fatiguer, de savoir la limite à laquelle on n'est plus capable de proposer ou de proposer des bonnes décisions à ses chefs. D'où l'intérêt aussi d'avoir une équipe soudée, dans laquelle on a un adjoint, on a des gens sur lesquels tout repose avec une subsidiarité, parce qu'à un moment donné, et j'ai eu le cas, vous n'êtes pas forcément là, et c'est la personne qui est devant sa console qui va avoir le ministre au bout du fil, ou qui va avoir le cabinet du ministre, et qui va donner la bonne réponse, qui va donner la réponse qui est attendue. Donc tout ça, ça demande effectivement, ce que j'ai dit au départ, de l'entraînement et d'une certaine pratique, d'où le fait de préparer. Donc ce qui veut dire aussi, c'est que lorsque la crise arrive, si on n'a pas préparé des cellules, c'est trop tard. C'est trop tard aussi pour essayer de la résoudre dans les meilleures façons, où on va mettre un certain temps à courir après l'événement. Donc voilà. Et alors l'autre, ce que je voulais dire aussi, j'avais déjà évoqué ça une fois, c'est le temps est très important. Par exemple, vous êtes en France, on est à l'heure, là on a l'heure d'été, donc par rapport à l'heure Zoulou qui est l'heure UTM, on a 2 heures de décalage. Par rapport à des pays, il y a des pays où ils sont en avance sur nous dans le temps, il y a des pays où vous êtes en retard. Lorsque j'étais chef de la cellule de crise en Afghanistan au ministère des Armées, il se passait quelque chose en Afghanistan, j'allais dire, on avait le temps d'assimiler les événements parce qu'on avait un temps d'avance par rapport au temps parisien. J'ai été confronté à des événements en Côte d'Ivoire où là j'avais 2 heures de retard 1 à 2 heures de retard sur Paris. Et donc là aussi, quand vous êtes chef de cellule de crise, il faut savoir
prendre ça en compte parce que ne pas aussi se retrouver à mettre la pression sur les gens qui sont confrontés au problème, que ce soit l'évacuation de ressortissants, que ce soit les problèmes au Pakistan ou lorsque j'étais dans le cadre du tsunami à Berix en 2004-2005. Voilà. Donc il faut savoir aussi prendre tout ça en compte. Donc ça demande aussi une certaine intelligence de situation et surtout une cellule de crise. Elle ne doit jamais montrer qu'elle est débordée. Et quelque part, c'est l'image qu'on donne souvent des officiers anglais, c'est comme un cygne sur un étang. Le cygne, il est majestueux, mais en dessous, les pattes, elles pédalent très vite. Et bien, la cellule de crise ou la gestion de crise, c'est pareil. En dessous, on va pédaler, on s'est donné les moyens de pouvoir pédaler très vite. Et des fois, c'est un peu compliqué, mais au bout du compte, on montre qu'on maîtrise les affaires. Et ça, c'est le plus important. Donc, en fait, la gestion de crise, c'est du bon sens, quelque part, et après, c'est de savoir garder son calme, prendre des bonnes décisions, être organisé, et puis après, c'est par moments, c'est chaud, mais après, finalement, on arrive toujours à s'en sortir. Donc, voilà rapidement, et je peux rentrer par rapport à la question en plus de détails, parce que j'étais peut-être un peu trop théorique. Je suis prêt à répondre à vos questions. Super, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas surtout si vous avez des questions à les poser dans le channel Q&A. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc je pense que je vais commencer. Donc, moi, je me pose une question. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, prendre une décision plus tard, c'est intéressant parce qu'on aura plus d'informations, mais la prendre plus tôt, c'est mieux pour réagir plus vite. Et à ce moment-là, je me demande comment on sait quand est-ce que c'est le bon moment pour prendre la décision. Alors, de proposer la décision, il n'y a jamais de bon moment. C'est-à-dire que ce qu'il faut chercher aussi, il ne faut pas chercher la perfection. C'est-à-dire que souvent, il ne faut pas chercher à avoir 100% des moments. Donc, il y a toujours une certaine prise de risque. Donc, c'est... bon, là aussi, dans les plaisirs, alors, je vais prendre un exemple. C'est en Bosnie, sur une route à la limite entre la Bosnie et la Croatie, il y a des réfugiés qui n'étaient pas relogés à l'époque et qui bloquaient l'axe. C'était l'axe de ravitaillement de toutes les forces de l'OTAN de Dubrovnik vers Sarajevo. Et donc on ne pouvait pas se permettre de laisser la route fermée. Donc il y a un moment, on se dit là, ça va être un tel foutoir à Sarajevo si on ne ravitaille pas et les conséquences sont telles pour des tas de raisons que on fait dégager l'axe parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc faut pas chercher à se dire ouais, j'aurais pas forcément je veux pas que les médias voient ça, je veux pas que quand vous sentez que c'est le moment, mais ça, c'est l'expérience, et surtout par rapport aux critères que, vous avez demandé à votre décideur, votre chef, vous avez dit, bon, à quels critères vous voulez qu'on applique, et puis il y a un moment, vous dites, je propose ça, et dans ce cas-là, on prend la décision à ce moment-là. Mais après, mais il ne faut pas chercher surtout à la perfection et d'avoir tous les éléments. C'est-à-dire qu'il faut se dire, là, si je ne fais pas ça maintenant, c'est foutu, donc maintenant, il faut qu'on prenne cette décision-là maintenant. D'accord, merci beaucoup. Je prends un autre exemple. Un jour, c'est a posteriori, on m'a reproché, dans le cadre du Pakistan, de ne pas d'avoir fait décoller les avions trop tôt ou trop tard parce qu'ils n'arrivaient pas au bon moment pour être aux 20 heures, pour voir les gens débarquer aux 20 heures ou parce que tel ministre ou ainsi de suite. Je dis oui, mais sauf si, qu'est-ce qu'on choisit? C'est que le matériel arrive à l'heure sur le théâtre ou que le ministre il passe aux 20 heures. Donc on prend des décisions, quoi. D'accord. On a une autre question d'Amanda qui demande bonjour, quelle a été la crise la plus difficile à gérer pour vous? Alors moi, je veux dire, la crise, il y a des crises la crise la plus difficile à
à gérer pour moi, il y a déjà la crise du Liban, où vous êtes le 13 juillet en train de vous promener, et puis qu'on vous dit demain, demain, il faudrait venir parce qu'il y a un petit message à faire pour un hélicoptère, voir ce qu'on peut faire pour l'ambassade, et que tout d'un coup, vous arrivez à 7 heures, vous sortez à 23 heures, et que vous avez mobilisé la moitié de la marine française et de l'armée de l'air parce que Beyrouth est bombardée, il faut évacuer les gens rapidement. Après, je pense que les crises, bon, c'est un peu, quand on baigne un peu dedans, c'est un peu un état d'esprit, c'est un peu une drogue. Donc finalement, quand elle arrive, on se dit, chic, elle est là, et on va la résoudre. Quelque part, il n'y a rien de pire que la crise qui se déclenche, on se dit, il va se passer quelque chose, et ça n'arrive pas. Et ce qui est très dur aussi à gérer, j'ai pas de, moi j'aimais bien lorsque les problèmes, ils arrivaient le matin. Parce qu'ils arrivent le matin et vous avez la journée pour les résoudre. Il n'y a rien de pire qu'une crise ou qu'un problème qui arrive quand il est 18 heures et que tout d'un coup, il faut résoudre le problème. Parce que les ministères sont fermés, les gens sont plus du tout dans le travail, et que là, il faut ranimer des tas de réseaux dans tous les sens. Donc, j'allais dire, c'est pas tellement la crise la plus difficile à résoudre, c'est les circonstances dans lesquelles la crise se déclenche. Et quand la crise se déclenche dans le milieu d'après-midi ou en fin de journée, là, c'est compliqué. Mais après, bon, j'allais dire, c'est aussi, on s'y fait, quoi. D'accord. Ouais. Oui, je suis toujours là. Donc j'ai une autre question. Je me demande, est-ce qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans la gestion de crise et qui mettent en place ces cellules de crise, ou est-ce que c'est une formation annexe et, et personne n'est vraiment spécialisé dans la gestion de crise? Alors, à départ, j'allais dire que personne n'est spécialisé. On spécialise parce qu'un jour, vous retrouvez un poste où vous êtes responsable d'une gestion de crise. Alors, j'allais dire, après, la crise, vous la vivez à plusieurs niveaux. Hein. C'est-à-dire que la crise, vous la vivez, alors, j'allais dire, en fait, après, c'est les processus que vous apprenez, c'est l'expérience qui fait que vous devenez efficient dans la gestion de crise. Et après, vous pouvez faire ce que je suis en train de faire, c'est dire voilà, donner des bases pour que les gens, quand ils sont confrontés à ça, ils soient en mesure de ne pas être surpris le jour où ça arrive. C'est ça le fait. Mais après, alors maintenant, il y a de plus en plus de formations de ça. Mais je pense qu'une formation pointue, pour moi, c'est pas ce qui est plus important. Le plus important, c'est vraiment ce que j'ai dit, c'est d'être un professionnel dans le métier dans lequel on exerce, d'avoir ce fond de connaissance de culture générale qui est important, et puis après d'avoir mis en place les procédures, les process, et puis d'être calme et de ne pas hésiter à décider. Mais j'allais dire, c'est plus avoir la gestion de crise, c'est plus avoir des capacités, certaines capacités que d'être formé à des cursus dans tous les sens. Alors après, c'est facile pour moi parce que j'ai fait une carrière militaire, donc dans la carrière militaire, on est toujours confronté à des événements dans lesquels il faut réagir rapidement. Donc, si vous voulez, après, moi j'ai quitté l'armée au bout de 37 ans. Au bout de 37 ans, vous avez l'habitude de prendre des décisions rapidement ou de réagir et de dire, voilà, je rencontre à telle personne, on va faire ceci, et puis après, on voit comment on s'organise après. Donc, c'est ça aussi. Mais moi, je pense que n'importe qui est en mesure de gérer des crises, parce que la crise, elle peut se déclencher dans n'importe quel domaine. Moi, bon, là, on a été confronté à une crise sanitaire, mais il peut y avoir des crises industrielles, il peut y avoir des tas de choses, donc ou des crises sociales. Donc, je veux dire, voilà, chaque crise est différente en son sens. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez dans le Q&A. J'ai une autre question. C'est est-ce que vous apprenez seulement avec l'expérience et en accumulant des connaissances, ou est-ce que vous avez aussi des entraînements spécifiques pour des crises qui sont pressenties et qui pourraient arriver? Alors, j'allais dire, les militaires s'entraînent à des crises. Alors, le militaire, oui, parce que le militaire,
pour faire fonctionner ces moyens de commandement, s'entraînent en permanence sur des CO et sur des centres d'opération et sur des systèmes informatiques. Après, je pense que, je veux dire, moi je me suis formé avec je pense qu'important c'est aucune crise ne sera pareille. Donc on peut toujours faire, et c'est de plus en plus, les armées le font, et puis je pense que de plus en plus la police ou d'autres même des entreprises se mettent dans des jeux de rôle et dans lesquels ils cherchent à résoudre des crises, soit par des j'allais dire des ateliers de réflexion ou par des choses. Donc de plus en plus, oui, mais ce qui est important, c'est la planification, c'est de dire en fait, si on est confronté à tel domaine, comment on va le résoudre. Et après, alors souvent, quand on dit les militaires, lorsque la guerre se déclenche, la première chose qui saute, c'est la planification. Je vais reprendre un exemple aussi qui est à la mode maintenant, parce qu'on a beaucoup parlé. J'étais responsable d'un établissement lorsqu'il y a eu en 2009-2010 l'affaire du HN1, donc on avait tout préparé. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, on suivait les directives nationales et ministérielles par rapport au Tamiflu, par rapport au masque, par rapport à toutes les procédures, et donc on s'était préparé au cas où la pandémie qui n'est pas arrivée arrive. Donc voilà, mais ce qui est important, ce que je vous ai dit avant, c'est que dans n'importe quel organisme, dans n'importe quelle entreprise, il y ait des cellules de crise, ce qui est arrivé au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi j'ai bien vu la montée en puissance de la cellule de crise du Quai d'Orsay, de la cellule de crise du ministère de l'Intérieur dans le cadre de la sécurité civile, et ainsi de suite. Et par rapport à ce que j'ai pu connaître lorsque j'étais en situation il y a 15 ans, il y a beaucoup plus d'éléments qui se sont mis en place. Mais le danger, c'est effectivement, il y a des moments où il faut s'entraîner. Donc, de temps en temps, effectivement, il faut faire des exercices. Mais ce qui est important aussi, c'est quand les choses arrivent, c'est ne jamais jeter l'eau du bébé, enfin tout avec. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui existent, il faut toujours aller se replonger dans ces éléments qui existent pour repartir. Ce que j'appelle aussi le fonds de culture générale et les archives. Et ce qui est très important, et merci de me aussi d'en parler, c'est que ce qui est très important aussi, c'est de garder, et j'ai oublié de le marquer dans les acteurs importants, j'ai dû le dire aussi, c'est quelqu'un qui archive, c'est quelqu'un qui garde les éléments, c'est quelqu'un qui va archiver tous les comptes rendus, c'est quelqu'un qui va archiver toutes les conférences de presse qui ont pu avoir lieu, tout ce qui s'est passé par rapport à l'événement, parce qu'après justement, ça permet de s'améliorer, de faire du retour d'expérience et d'être capable aussi de justifier telle ou telle décision, parce qu'après, il est toujours très facile de réécrire l'histoire. Et donc, ça permet aussi de se garder une certaine agilité intellectuelle et une certaine marge de manœuvre. C'est très important aussi, c'est de garder tout ce qu'on a fait et de garder des mains courantes ou de garder la chronologie de ça. Et lorsque j'étais confronté à la crise du Liban, c'est la première fois qu'on le faisait. Dès le départ, il y a quelqu'un, c'était lié aux armées, du service historique de la défense qui est venu et qui est resté tout le long on a activé la cellule de crise pour prendre en compte les éléments, pour savoir ce qui avait été décidé et autres. Donc voilà. Et là aussi, cela sert de la gestion de crise par rapport aux décideurs, parce qu'il faut toujours protéger le décideur, c'est qu'il y a aussi les éléments pour justifier le jour où on demande des comptes qui ne sont pas forcément justifiés, parce qu'il y a certains qui cherchent toujours à réécrire l'histoire après. D'accord, merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions, donc je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup. Pour ma part, ça a été une conférence vraiment très intéressante. C'est un sujet dont j'avais rarement entendu parler. Et je pense que c'est important que ce soit enfin, dans le domaine militaire pour votre cas, mais même dans le domaine civil, dans les entreprises. Je pense que c'est des crises différentes, mais qu'il y a aussi beaucoup de crises à gérer. Donc, merci beaucoup. Pour moi, cette conférence a été très intéressante. Et je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire. Déjà, je vous remercie parce que moi, je pense que c'est important aussi justement de partager cette expérience-là parce que ce qui est important aussi, c'est de partager, c'est de pas garder tout ça pour ça. Et comme vous l'avez dit, n'importe qui peut être confronté à une crise. Ce que je veux dire, ce que j'ai développé, moi, c'est mon expérience de militaire, mais confronté à, j'allais dire par exemple, un accident dans une rafle partie au fin fond de la Creuse, on met en place ces choses-là, ou si on est confronté à une intoxication alimentaire dans un lycée parisien. Donc, oui, n'importe qui peut être confronté à une crise.
Et finalement, c'est des éléments simples à mettre en œuvre, mais il faut y avoir réfléchi avant. Voilà. Je pense qu'important, c'est un jour se dire que je réfléchir à ça. Merci beaucoup. Moi, du coup, je vais arrêter l'enregistrement et je vais tous vous souhaiter une bonne soirée. Ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.